S'il y a bien une chose que j'adore dans les animés, ce sont les scènes clés. Ces moments phares de l'intrigue qui marquent à jamais dans notre esprit un moment critique de l'histoire. Une mort, un retournement de situation, une révélation, et j'en passe. Et ce qui rend ces scènes magistrales, c'est qu'elles illustrent à la perfection l'émotion que l'auteur veut nous faire ressentir. Et comme je sais que vous aussi vous adorez ce genre de moments, je vais vous résumer l'histoire de 3 scènes légendaires, et à la fin du résumé, je laisserai la scène originale. One Piece nous raconte l'histoire de Monkey D. Luffy, un jeune garçon qui a un rêve en tête, devenir un véritable pirate. Mais personne ne le prend au sérieux car il est beaucoup trop jeune. En face de lui se trouve Shanks le Roux, un des plus grands pirates de ce monde, et son équipage des hommes d'une puissance inimaginable. Alors quand il voit ce petit gars leur dire ça les fait bien rire. Mais Luffy est sûr de lui et jure à ses amis qu'un jour lui aussi deviendra un pirate et amassera tous les trésors du monde. Il sera le plus fort et c'est lui qui deviendra le roi des pirates. En entendant ces mots, Shanks y voit comme une promesse. Il donne son chapeau de paille à Luffy et lui dit « Tiens, je te confie mon chapeau, c'est mon trésor, prends-en bien soin. Tu me le rendras quand tu seras devenu un fier pirate. » De là, le jeune Luffy va s'entraîner avec un objectif en tête, devenir le roi des pirates. De 17 ans, il prendra la mer et dans un premier temps, il commencera par fonder un équipage. Il va rencontrer plein de personnages hauts en couleur et qui ont tout comme lui un rêve qui leur est propre. Avec une confiance aveugle envers leur nouveau capitaine sur le fait qu'il deviendra un jour le roi des pirates, ils vont se jeter à corps perdu dans ce monde qui allait leur réserver pas mal de surprises. L'équipage au chapeau de paille affrontera des ennemis de plus en plus forts et au fur et à mesure de leur traversée, leur équipage s'agrandira. Passant d'île en île, ils arriveront à la frontière du monde quand ils apprendront l'existence d'un nouveau monde. Un monde bien plus dangereux, mais c'est au bout de ce dernier que se trouverait le One Piece, le légendaire trésor du roi des pirates Goldie Roger. Évidemment, l'équipage ne se laissera pas impressionner, sauf qu'ils n'auront même pas le temps de mettre un pied vers le nouveau monde, qu'ils tombent sur des ennemis redoutables et ils vont littéralement se faire écraser. L'équipage sera balayé d'un revers de la main et chaque membre sera dispersé aux 4 coins du monde. Ce n'est même pas tant que l'ennemi était trop fort, c'est eux qui sont trop faibles pour ce nouveau monde. Alors comprenant cela aussi cruel que ces mots sont durs à entendre, Luffy passera un message codé dans le journal. Un message que seul son équipage est en mesure de comprendre. Rendez-vous dans 2 ans au même endroit. Luffy et son équipage vont s'entraîner comme ils ne l'ont jamais fait auparavant. Tous suer des larmes et pleurer du sang dans l'objectif que leur capitaine deviendra le roi des pirates. 2 ans plus tard, l'équipage se retrouve enfin là où ils avaient lamentablement échoué. Et très vite ça repart en battle royale. Mais cette fois-ci, fort de leurs 2 années d'entraînement, ils tiennent la distance et parviennent à embarquer en direction du nouveau monde. De là, ils affronteront toujours plus d'ennemis surpuissants, s'allieront même à d'autres pirates pour faire tomber les gros benets de ce monde et peaufineront chacun leur technique pour arriver au pied du dernier rempart. Face à eux, 4 pirates légendaires, les fameux empereurs, des personnes dotées d'une puissance sans pareille et qui possèdent un équipage de pirates surpuissants. Luffy et son équipage partiront en direction de Wano Kuni dans le but de faire tomber la tête de l'empereur Kaido, la bête la plus puissante du monde à la tête d'une armée redoutable. En chemin, ils apprendront que Kaido a fait alliance avec une autre empereur, Big Mom, une femme tout aussi redoutable. Et là où la simple idée de combattre Kaido paraissait être une folie, avec un second empereur dans l'équation, l'expédition ressemble plus à une mission suicidaire qu'autre chose. Mais pas question de faire demi-tour, ils sont si près du but, après tout ce qu'ils ont traversé, la gloire est à portée de main. Épaulé de ses amis et guidé par un plan extrêmement bien ficelé, Luffy avancera à travers le champ de bataille. Il atteint le toit d'Onigashima et se tient droit face à ces 2 monstres de puissance. L'enfant qui avait un rêve en tête, une promesse dans le cœur, lui dont chaque ennemi se moquait pensant qu'il était complètement fou ou arrogant, peut enfin avancer vers son destin. Il est venu me voir à Totoland, il s'est beaucoup vanté, j'en croyais pas mes oreilles. Sans compter qu'il a détruit mon beau château. Tu vas commencer par présenter tes excuses, chapeau de paille. Hein? Allez, mon vieux, répète un peu. Répète ce que tu m'as dit. Tu vas devenir quoi quand tu seras grand déjà? Ose donc répéter ce que t'as dit devant nous, si t'en es capable. L'histoire prend place lorsqu'une étrange étoile vient se coller sur la planète des Namek dans un but inconnu. Dende décide d'appeler Son Goku dans le but d'aller prêter main forte à son peuple contre cette nouvelle menace. Goku part alors sur le champ en direction de la planète des Namek, accompagné de ses amis. Sur le coup, tout le monde est détendu et évidemment après tous les adversaires qu'ils ont affrontés, ils ne craignent pas grand chose. Mais les sourires s'effacent très vite quand ils découvrent cette étrange structure qui semble dévorer la planète Namek. Arrivés sur place, on voit les Namek qui se font enlever par d'étranges robots et les seuls guerriers qui osent se rebeller se font aussitôt maîtriser sans la moindre difficulté. Heureusement, la Z-Team débarque juste à temps et même si l'ennemi est nombreux, ils sont prêts à en découdre. Sauf que soudainement, alors qu'on pensait avoir affaire à un ennemi
ennemi inconnu, Cooler se tient devant eux, ce qui est impossible car Goku l'avait tué au cours d'un long combat où il l'enverra finir sa course dans le soleil avec un Kamehameha. Mais Cooler leur explique qu'il a survécu en fusionnant avec le Big Gedestar et il compte bien se venger. Sans attendre, le combat explose du côté de la Z-Team. Un combat très long au cours duquel Piccolo, Gohan, Krillin vont avoir beaucoup de mal à faire des dégâts aux robots. Et même si en donnant tout ce qu'ils ont, ils parviennent à détruire quelques sbires de Cooler, ils sont juste trop nombreux et finissent par se faire capturer. Goku de son côté en 1 contre 1 contre Cooler, il claque le Kaioken qui démultiplie sa puissance mais rien n'y fait. Cooler ne sent aucun de ses coups et très vite il prend le dessus sur lui. Mais heureusement, ce n'est pas son seul atout. Le combat monte en intensité et dans une attaque fulgurante, Goku arrache le bras de Cooler, sauf que... Cooler regarde Son Goku et lui explique que peu importe les dégâts qu'il subit, l'ordinateur du Big Gedestar le régénérera en 5 secondes. Et là où ils étaient sur un pied d'égalité, Goku commence à fatiguer. Et au moment où tout semble perdu, Vegeta débarque et décroche un coup de pied monstrueux qui projette Cooler. Le combat reprend en 2v1, mais malgré leur supériorité numérique, Cooler est toujours aussi fort et ils se font matraquer. Épuisés à bout de force, Goku et Vegeta se lancent dans une ultime attaque où ils mettent toute leur puissance. Cooler explose. Ils tentent de se régénérer mais les deux compèrent la scène d'attaque de Ki et parviennent enfin à éliminer cet adversaire surpuissant. À bout de souffle, Goku et Vegeta s'écroulent sur le sol. Ils n'ont plus une once d'énergie et ils n'auraient pas pu tenir une minute de plus. Quand soudainement... Et moi qui croyais qu'on s'était débarrassé de lui à tout jamais. Qu'est-ce que c'est que cette Je histoire ? m'étais bien trompé. Si je vous parle de la série Avatar, il y a 2 noms qui vous viennent directement en tête. Celui de Aang le protagoniste bien entendu, et celui de son plus grand rival, le prince Zuko, et c'est de lui qu'on va parler. Zuko est loin d'avoir eu une vie facile. Frère de Azula et seul fils du Seigneur du Feu, ce dernier aura beaucoup d'attentes envers lui. Un jour, Zuko insistera pour assister à un conseil de guerre de la Nation du Feu. Son oncle Iroh acceptera et demandera au jeune prince de se taire pendant la réunion. Mais quand un général expliquera un plan consistant à sacrifier une division de jeunes recrues pour une manœuvre de diversion, Zuko prendra la parole pour s'insurger de cette stratégie inhumaine. Son père, enragé par cette insubordination, défiera son propre fils dans un Agni Kai, un duel pour l'honneur entre 2 maîtres du feu dont la victoire s'effectue par une brûlure de l'adversaire qui se voit alors déshonoré. Évidemment, Zuko n'avait aucune intention de se battre contre son père et refusera même de combattre. Fou de rage, le Seigneur du Feu lui brûlera le visage, se marquant en vie de cette cicatrice légendaire et il bannira son fils déshonoré du palais. À ce stade, le seul moyen pour Zuko de récupérer son honneur et sa place auprès de son père est de retrouver l'Avatar, le capturer et le ramener à la Nation du Feu. Pour l'aider dans sa quête, il sera accompagné par son oncle Iroh, frère aîné du Seigneur du Feu qui s'était refusé au trône de la Nation du Feu suite à la mort de son fils à la guerre. Zuko passera 2 années sur son navire à sillonner les mers jusqu'à ce que l'Avatar refasse enfin surface. Il essayera à maintes reprises de le capturer, n'étant jamais très loin d'y parvenir, mais à chaque fois ses tentatives se solderont par des échecs. Mais cette quête sempiternelle semble arriver à sa fin car le jour du 3e anniversaire de son bannissement, Zuko reçoit la visite de sa sœur la princesse Azula. Elle explique alors à Zuko que leur père regrette de l'avoir banni et qu'il souhaiterait qu'il revienne au palais. Zuko est sidéré en entendant ça et pendant qu'il digère la nouvelle, Azula lui dit qu'elle repassera demain pour entendre sa réponse. Le truc, c'est que Iroh est suspicieux de cette nouvelle, car il n'a jamais vu son frère le Seigneur du Feu regretter quelque chose, et il met en garde Zuko. Mais Zuko, lui, il est aveuglé, c'est ce qu'il attendait depuis des années. Il dit à Iroh qu'il est juste jaloux de son frère et qu'il compte bien retourner auprès de son père, avec ou sans lui. Évidemment, Iroh accompagne son neveu car il le considère comme son propre fils. Il retrouve alors Azula et comme l'avait prédit Iroh, c'était un traquenard. Un combat s'engage alors et grâce à la puissance d'Iroh, ils parviendront à s'enfuir. Ils comprennent qu'en réalité le Seigneur du Feu veut juste les voir morts et par conséquent ils vont devoir faire profil bas car plein de mercenaires seront envoyés à leur trousse. Iroh et Zuko prendront la décision de s'installer à l'intérieur des remparts de Ba Sing Se où ils ouvriront leur boutique de thé afin de subvenir à leurs besoins le temps de se faire oublier de la Nation du Feu. Jusqu'au jour où ils reçoivent une invitation du roi de la Terre en personne car il aimerait bien goûter le thé dont tout le monde parle dans la capitale. Ils s'y rendent avec grande joie et là... Ce n'est pas normal, mon oncle. C'est l'heure du thé. Azou. Est-ce que je t'ai déjà raconté ce qui m'a valu l'effrayant surnom de dragon de l'Ouest? Je n'ai pas envie d'entendre tes anecdotes qui traînent en longueur. Pour tout dire, je pensais plutôt à une démonstration.